Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France, chers consoeurs, chers confrères, chers participants, permettez-moi tout d'abord de renouveler ma gratitude et nos remerciements au nom des notaires de Rabat à Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France pour le soutien qu'il nous a apporté pour organiser une telle conférence après celle qui a été organisée en 2015. Alors sans trop tarder, on va présenter le programme. Juste avant tout ça, je voudrais dire que notre démarche s'inscrit dans le cadre de nos prérogatives en tant que notaire. Notaire délégataire de la puissance publique, mais aussi notaire conseiller. On conseille les parties. L'organisation de cette conférence s'inscrit dans cette démarche. Alors la Chambre des notaires de Paris et le Conseil régional des notaires de Rabat voulaient, à travers cette action, démontrer l'intérêt qu'ils portent aux affaires de nos concitoyens, à leurs soucis, soit en matière familiale et aussi en matière de leur patrimoine. D'habitude, on reçoit les clients dans nos études. Cette fois-ci, on a renversé un peu l'habitude. On est venu en France. On a été accompagné par les représentants du gouvernement. C'est le représentant du ministère de la Justice, M. Hassan Ibrahimi, et le représentant de l'Office de change qui ont voulu faire le déplacement avec nous, justement pour vous rencontrer et savoir vos soucis et répondre à certaines de vos questions. Alors, comme vous pouvez le constater, le programme de cette conférence est un programme un peu lourd. Il contient des thèmes. Pour la première table ronde, c'est le mariage et ses effets au Maroc et en France, succession, droit applicable et aménagement possible, procédure de kafala et donation. Donc, ce sont des thèmes qui ont été proposés justement pour répondre à vos questions, à vos soucis. Certainement, on ne va pas tout traiter. Le fait d'organiser une conférence un après-midi, on ne va pas tout traiter. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser et de vous conseiller pour anticiper aux difficultés qui peuvent avoir lieu par la suite. Donc notre démarche aujourd'hui, c'est de l'anticipation et de la sensibilisation. Ce premier thème qui concerne le mariage, ses effets au Maroc et en France sera traité en premier lieu par M. Hassan Ibrahimi, représentant du ministère de la Justice, qui va traiter les cas de transcription de mariage en France pour être exécuté au Maroc et d'autres documents administratifs. Et la nouveauté en France sur le divorce par consentement mutuel, quel est fait au Maroc. À côté de moi, c'est un arabe d'abord, je considère. C'est un Libanais, c'est un franco-libanais, c'est Khalish, qui a eu l'habitude d'organiser avec nous plusieurs conférences. Il va traiter l'autre côté, c'est le côté français cette fois-ci, au niveau des régimes matrimoniaux, les nouveautés au niveau des régimes matrimoniaux, mais aussi vous parler de cette procédure de divorce par consentement mutuel. Donc sans trop tarder, je cède la parole d'abord à Maître Saad Khalif, qui va nous parler du régime matrimonial et puis on va enchaîner. Juste pour les questions, on va laisser les questions-réponses à la fin de chaque table ronde. Comme ça, on va optimiser le temps. Merci. Bonjour à tous. On commence donc par les régimes matrimoniaux. C'est un peu technique. Je vais essayer de rappeler un petit peu les principes et on reviendra peut-être après, selon les questions que vous poserez, sur certains points un peu plus particuliers. Mais vous annoncez trop de choses techniques et de règles risque un peu de nous noyer, surtout que l'on a trop peu de temps pour traiter chacun des sujets. Pour les régimes matrimoniaux, le régime matrimonial légal en France pour les époux qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Tous les biens acquis au cours de l'union tombent dans cette communauté vouée à se diviser par moitié entre les époux au moment d'une séparation de corps ou de changement de régime matrimonial en faveur de l'adoption d'un régime séparatiste, d'un divorce ou d'un décès. Dans ce régime restent propres les biens dont les époux étaient propriétaires avant de se marier,
ou encore des biens qu'ils ont pu recueillir par donation ou succession. Dans les situations, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est les mariages mixtes, c'est les achats par des Marocains en France d'un bien immobilier ou de Français d'un bien au Maroc. Donc on va avoir à chaque fois un élément étranger au couple et du coup une situation un petit peu particulière. Donc dans ces situations présentant un élément d'extranéité, comme une résidence habituelle à l'étranger, l'absence de contrat de mariage nous oblige à nous poser une question. Sous quel régime matrimonial sont mariés les époux? Depuis l'entrée en vigueur en France, donc du 1er septembre 1992 de la Convention de La Haye de 1978, le 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le régime matrimonial d'époux mariés sans contrat est déterminé en principe par la loi de la résidence habituelle après le mariage. Cette convention a un caractère universel. Elle s'applique en France et à tous, non seulement aux ressortissants des pays ayant ratifié la convention, mais aussi à tous les autres. Donc c'est une convention signée donc, en Europe, mais elle va concerner les Marocains. Il résulte de l'article 4 de l'alinéa 1er de la Convention que la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat est la loi interne de l'État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. La notion de résidence habituelle est une notion de fait, dénuée de toute intention et peut n'avoir duré que quelques semaines ou quelques mois. Donc le principe, c'est la résidence habituelle après le mariage. Il y a quelques exceptions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des exceptions, mais il faut savoir qu'on peut se retrouver avec dans certains cas, avec un choix qui va être la loi nationale commune, la loi nationale interne commune, ou la loi nationale commune des États, commune des époux, pardon. Une dernière hypothèse peut être celle du choix de la loi vers laquelle nous ramènent les liens les plus étroits des époux. Mais on a un cas un peu particulier maintenant, c'est l'article 6 de la Convention de La Haye qui nous permet de changer de loi applicable et de résoudre un certain nombre de questions et de problèmes. L'article 7, alinéa 2 de la Convention, prévoit que la loi de la résidence habituelle, donc la règle de principe, se substituera automatiquement à la loi précédemment applicable dans 3 hypothèses. Si l'État ou les époux peuvent désormais fixer leur résidence habituelle est l'État de leur nationalité commune. Lorsque les époux fixent leur résidence habituelle dans le même État, et lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de 10 ans. Donc on se retrouve donc avec une situation un peu compliquée, des gens qui se marient, qui ont une résidence par la loi de principe, qui est la loi de résidence déterminée par le premier domicile des époux, et qui, après avoir déménagé, se retrouvent soumis à une nouvelle loi, qui est la loi du lieu où ils décident de s'installer, et donc une nouvelle loi. On se retrouve donc avec un changement automatique de loi applicable à leur régime matrimonial. Et pour éviter ce souci, la solution, c'est d'aller voir un notaire et de signer une déclaration de loi applicable qui leur permet donc de changer de régime matrimonial très facilement et de déterminer pour les suites, et même de manière rétroactive, les conditions d'utilisation et de vie dans du mariage. Ce changement volontaire est possible donc au terme d'un acte qu'on appelle une déclaration de loi applicable. L'article 6 permet aux époux, au cours du mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable. Les époux sont donc autorisés à changer de loi applicable au régime matrimonial à tout moment et quelle que soit la situation des époux.
vous n'avez pas à vous référer à la loi applicable jusqu'alors au régime matrimonial pour savoir si la mutabilité est possible. La mutabilité volontaire est possible sur le fondement express de l'article 6, qui est une règle matérielle. Comme pour le choix initial, la Convention limite les lois qui peuvent être désignées par les époux au cours du mariage dans cet acte de déclaration. Donc, je résume, on peut changer de loi par une simple déclaration, mais on ne peut évidemment pas prendre n'importe quelle loi. Il faut que cette loi choisie réponde à certains critères. La loi donc choisie peut être celle de la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de la désignation, ou bien la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle. Donc, si je veux changer de loi, je peux le faire en étant marocain, l'un un marocain, l'autre français. Je ne peux pas prendre une loi anglaise puisque je n'ai pas de lien avec l'Angleterre, mais je peux choisir une loi marocaine, même si je vis en France, et je peux choisir la loi française, même si je suis marocain, puisque je vis en France. Cette mutabilité volontaire a un caractère rétroactif. La loi ainsi choisie, dans l'acte de déclaration, régira désormais l'ensemble des biens des époux, même ceux acquis avant le changement de loi. Cet article 6 est le seul qui puisse s'appliquer aux époux mariés avant comme après l'entrée en vigueur de la Convention. Pour conclure, un règlement européen sur les régimes matrimoniaux est applicable maintenant pour 2019. Il sera d'application universelle et cette mutabilité automatique va disparaître et on consacre maintenant la compétence de la résidence habituelle des époux, même ceux qui n'ont pas de contrat. La procédure de changement de régime matrimonial, donc, pour la déclaration, donc on appelle un notaire qui prépare donc cette déclaration en 2 pages et on a ensuite une retranscription de ce changement sur les extraits d'actes de naissance pour les ressortissants français et pour les Marocains. Je laisse la question à mes confrères marocains. D'accord. Juste pour rappel, si on prend la loi marocaine, il y a l'article 49 du Code de la famille qui évoque cette question. Ce n'est pas de la même manière qu'en France, ce n'est pas un régime matrimonial, mais c'est un moyen, c'est un régime de fructification des biens entre époux. Maintenant, il y a possibilité pour les époux de conclure un acte séparé, acte écrit. Il n'y a pas de formalisme particulier. Il n'y a pas de formalisme par rapport à la publicité, juste une seule exception. Mais de toute manière, cet acte, il définit le sort des biens entre les époux marocains, je dis les époux marocains, et les époux franco-marocains. Sans trop tarder sur l'article 49, peut-être qu'on aura des questions. Je céderai la parole à M. Ibrahimi pour nous dire quelques mots sur la procédure de transcription de mariage et transcription des actes et documents qui sont établis en France pour donner leur effet au Maroc. Comment ? Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Concernant le mariage des Marocains résidant à l'étranger, vous savez que d'après les réformes du Code de la famille, le législateur marocain a adopté une procédure simple pour donner la possibilité pour les Marocains résidant à l'étranger, donc pour conclure leurs actes de mariage devant les autorités compétentes. Le problème qui s'oppose bien sûr à ce niveau, c'est de la reconnaissance de ces actes au niveau du Maroc. Donc, on sait bien que l'article 14 du Code de la famille donnait bien sûr cette possibilité, mais il soumettant la conclusion de l'acte à des conditions de fond et aussi à la présence de 2 témoins musulmans. Concernant les conditions de fond, il y avait le consentement, la capacité, la suppression
bien sûr, de la non-suppression de dot et aussi la non-suppression de dot et aussi le respect des empêchements légaux. Le problème qui s'oppose bien sûr pour un pays laïque, c'est la discrimination basée sur le sexe et aussi sur la religion. Et aussi la présence de deux témoins. D'après ces actes, donc, quelles sont les chances pour la reconnaissance au Maroc? Donc l'attitude de la jurisprudence marocaine, après l'entrée en vigueur de la Code de la famille, concernant bien sûr la reconnaissance et l'exécution de ce genre des actes, donc à contrôler ces conditions de forme et aussi le problème majeur, c'est la présence de deux témoins musulmans. Heureusement qu'au niveau de des cours d'appel et la Cour de cassation, et surtout dans un arrêt de 2010, il a estimé que la non-citation de présence de deux témoins musulmans, il n'y a aucun effet pour la reconnaissance de ces actes de mariage conclus à l'étranger, et spécialement en France. Il n'y a pas lieu de nullité, autant que l'article 57 du Code de la famille a limité les cas de nullité, et bien sûr, il n'a pas le cas de non, bien sûr, présence de deux témoins musulmans. Donc, heureusement que cette jurisprudence ça vient de freiner l'attitude des tribunaux de premier instant et des cours d'appel. Concernant les empêchements légaux, et surtout le mariage de musulmans avec les non-musulmans, donc ça pose un problème majeur. Et il y a eu deux tendances au niveau des tribunaux marocains. Si on demande l'exécution de l'acte de mariage conclu en France entre un musulman et un non-musulman, donc il n'y a pas lieu, donc l'article 39 du Code de famille est clair. Donc c'est parmi les cas aussi de nullité selon l'article 57. Mais si on demande l'exécution d'un divorce. Je parle en votre nom. Je me marie ici en France, à la mairie. Alors bien sûr, on ne va pas parler ni de témoins, ni de dot, ni de rien du tout. Alors je voudrais avoir un effet pour mon acte de mariage au Maroc. Je m'adresse au consulat du Maroc. Alors quelle est la position? Est-ce que ça va être corrigé? Comment ça va se passer pour donner un effet pour cet acte qui ne contient rien du tout? Il ne contient que M. Untel s'est marié avec Mme Untel. Alors, le mari, c'est un musulman, l'épouse est non musulmane. Voilà, je vous donne le cas et comme ça, on traitera cas par cas. D'accord. Concernant ce cas pratique, donc, je profite de la présence le cher ami Wali Alami, donc c'est le magistrat chargé aux affaires notariales au sein du consulat marocain à Paris. Donc il y avait un circulaire du ministre de la Justice de 2004 donc, pour arriver à on peut dire, valider certains actes de mariage qui ne respectent pas l'article 14. Donc il avait la possibilité bien sûr de faire un acte annexé à ces actes de mariage devant le consulat marocain donc pour traiter bien sûr les conditions qui ne sont pas réunies dans ces actes de mariage. Donc ça existe la possibilité bien sûr d'après la circulaire et devant aussi le consulat marocain devant le deuxième cas. C'est la même chose, sauf que madame est musulmane, l'époux est non musulman. Ça n'a pas indiqué, ce n'est pas indiqué dans la mairie ne va pas indiquer ce que c'est musulman ou non musulman. Monsieur Fabrice, madame Fatima. Chose qui est normale, donc je parle d'un officier d'état civil dans un pays laïque
Donc c'est normal de ne pas citer la religion des partis. D'accord. Donc parfois le nom des partis, donc ça fait indication que ce personne est non musulman. Donc ça demande un acte rédigé par des adultes au Maroc, si le mariage bien sûr que le Maroc, ou bien au niveau de conversion de l'islam au niveau de consulat marocain en France. Donc c'est la seule moyen donc, pour régulariser ce genre d'acte. Est-ce qu'on demande des documents pour transcrire les... La transcription, c'est autre chose parce que selon l'article 14 de la Convention franco-marocaine de 1981, donc, bien sûr la possibilité pour demander la transcription au registre d'état civil, soit au Maroc, soit en France, dans la matière de statut personnel, donc, y compris les mariages, les jugements de divorce et d'autres matières donc, en statut personnel. Donc la transcription, c'est autre chose. Donc voilà. Peut-être qu'on va enchaîner sur un deuxième volet de notre thème, c'est la partie divorce. Je donnerai la parole à M. Saad Khalifi qui nous parlait de cette procédure, nouvelle procédure chez vous en France. Comment ça se passe au niveau du divorce, pour exécuter le divorce de consentement mutuel, et puis on enchaînera sur l'exécution de ce divorce au Maroc. Merci. Alors, le législateur français a instauré une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel. C'est une procédure simplifiée qui est contractualisée, c'est-à-dire qu'elle se fait par signature d'un simple contrat. On met de côté la partie judiciaire. On a décidé de simplifier, de réduire les formalités et les délais en désengorgeant les tribunaux. Ce législateur donc limite dans ce cas le recours au juge dans deux hypothèses visées par l'article 229.2 du Code civil. Lorsque l'enfant mineur demande à être auditionné par le juge, là on ne peut pas passer par la formule simplifiée, et lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection juridique. Donc il y a deux cas particuliers, sinon pour les cas les plus simples, il n'y a pas de contestation entre les époux, ils peuvent passer par cette procédure simplifiée. Cette procédure de divorce par consentement mutuel, créée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle s'applique au divorce n'ayant pas donné lieu à une demande introductive d'instance avant cette date. Un arrêté fixe le modèle d'information délivré aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre de cette procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire. Donc dans la pratique, les époux constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord sur la rupture du mariage et les effets du mariage dans une convention prenant la forme d'un acte sous seing privé contresigné par avocat dans les conditions prévues à l'article 1374 du Code civil. Seul le notaire, en sa qualité de délégataire de la puissance publique, confère la force exécutoire à la convention de divorce déposée au rang de ces minutes. En pratique, on va chez l'avocat, chaque partie a un avocat, il signe un contrat qui confirme leur volonté de divorcer, les conséquences de leur divorce. Il y a quelques documents à récupérer par l'avocat, extrait d'acte de naissance, accord éventuel des enfants. Il y a un délai de réflexion et on envoie tout ça au notaire qui dépose cela au rang de ces minutes. Et ce document est enregistré, automatiquement il est signé par notaire. Et à partir de là, le divorce, c'est fait. Donc ça devrait aller assez vite. En 3 semaines, 1 mois, le divorce est terminé. Évidemment, cette formule qui est très simplifiée, nous fait découvrir un nouvel acte authentique qui est particulier, dont la qualité d'authenticité est pour l'instant pas garantie. Donc, pour les Français, les franco-français, on peut dire que la procédure, on va la tester, on va voir ce que ça donne, et pour l'instant, elle a été légiférée, on l'applique. On n'a aucune garantie sur les effets de ce contrat, enregistré et par devant notaire ensuite et déposé, sur l'étranger. C'est-à-dire que vous faites ce document, vous faites cette procédure en France, quelle est sa
qualité, quelles sont ses conséquences au Maroc. On ne sait pas encore ce que ça peut donner, mais pour l'instant, on ne peut que vous conseiller de passer par la procédure judiciaire, ancien régime, on va dire, pour être sûr qu'au Maroc, il n'y aura pas de contestation de ce divorce. Donc on va limiter ce nouveau divorce aux franco-français. Tous ceux qui en ont besoin pour l'étranger, il faut rester sur la procédure judiciaire classique. Voilà. Merci Seth. Alors, le consentement, l'acte de divorce a été déposé au rang des minutes chez un notaire français. Maintenant, on demande de l'exécuter au Maroc. Que se passe-t-il au niveau du Maroc? Deux cas. Un couple franco-français qui ont des biens qui veulent exécuter le divorce au Maroc. Le deuxième cas, un couple mixte ou maroco-marocain. Donc, la question de reconnaissance de ce genre de solution du lien conjugal au Maroc, donc c'était l'occasion lors de la tenue de la réunion franco-marocaine, la commission consultative mixte à Marrakech, donc le 22 et le 23 mars dernier. Donc on a beaucoup discuté sur ce nouveau loi en France. Selon le législateur marocain, il y avait deux possibilités, bien sûr, pour reconnaître ce genre de solution du lien conjugal. Il y avait l'article 128 du Code de la famille et aussi l'article 432 du Code de procédure civile. Mais ces deux textes donnent la possibilité, bien sûr, pour la reconnaissance des divorces établis à l'étranger, mais devant les autorités compétentes, publiques, chose qui n'était pas réunie dans le cas de ce genre de solution de lien conjugal, parce que selon le nouveau loi, donc, le divorce par constat mutuel en France est établi par des avocats. Est-ce que la chose que devra être ce divorce déposé en 10 minutes d'un notaire et rend ce genre un divorce authentique? Donc, je ne pense pas. Parce qu'on a discuté sur ça, et on arrivera que le divorce, c'est un divorce au sein privé. Donc, il n'y a pas lieu de chance pour la reconnaissance au Maroc de ce genre de divorce. Donc, voilà, c'est ça la question. On laissera mûrir l'idée chez les décideurs. Et en attendant, Maître Saad Khalifi nous a fait une recommandation de faire, si vous voulez exécuter votre jugement au Maroc, faites-le en procédure judiciaire en attendant de régler ces problèmes dans le cadre de la commission franco-marocaine. Voilà pour ce premier thème.